On continue avec le contrôle spinal des réflexes médulaires. Donc, pour le contrôle spinal, on commence par ce qu'on appelle l'inhibition réciproque. C'est quoi l'inhibition réciproque? Par définition, l'inhibition réciproque est la contraction d'un muscle agoniste, fléchisseur par exemple, ou bien la contraction d'un muscle agoniste fléchisseur entraîne le relâchement des muscles antagonistes, qui est extenseur par exemple. Donc, c'est ça le principe de l'inhibition réciproque. Agoniste-antagoniste, la stimulation ou bien la contraction d'un muscle agoniste entraîne le relâchement des muscles antagonistes. C'est ce qu'on appelle l'inhibition réciproque. Le mécanisme repose sur l'existence d'interneurones inhibiteurs, des motoneurones alpha des muscles antagonistes activés par des collatéraux des axones afférents du muscle antagoniste. Donc, vous voyez ici, c'est un schéma qui montre ce qu'on appelle l'inhibition réciproque. Vous voyez ici, c'est le faisceau neuromusculaire, et les fibres afférentes 1A. Vous voyez ici, il y a une connexion ou bien une connexion directe avec le motoneurone du même muscle, c'est le réflexe myotatique. Et vous voyez également, par l'intermédiaire d'interneurones inhibiteurs, il y aura une inhibition du motoneurone alpha qui vont vers le muscle antagoniste. Donc, vous voyez ici la notion ou bien l'inhibition réciproque. Donc, quand le muscle est activé ou bien en contraction, il y aura un relâchement du muscle antagoniste par des interneurones inhibiteurs. C'est clair pour ce contrôle médulaire. D'accord. Donc, lors de la contraction d'un agoniste, l'autre muscle antagoniste se relâche. Donc, le rôle, donc, c'est automatiquement permis le mouvement articulaire sans opposition fonctionnelle. C'est l'harmonie entre les muscles agonistes et antagonistes, fléchisseurs et extenseurs. Donc, vous voyez ici, donc, vous voyez ici l'harmonie des muscles. Donc, supposons que les deux muscles, biceps et triceps, se contractent à la fois. Donc, on ne peut pas faire la flexion du bras. D'accord? Donc, plutôt de l'avant-bras. Donc, vous voyez ici, donc, lors de l'activation de ce muscle, ou bien la contraction, le triceps se relâche donc et les mouvements se font de façon harmonieuse. Enfin, on passe à un autre contrôle spinal qui est le réflexe myotatique inversé. C'est quoi le réflexe myotatique inversé? C'est un système de régulation propre au réflexe myotatique. Donc, pour ce réflexe myotatique inverse, c'est un système propre au réflexe myotatique. C'est le relâchement réflexe d'un muscle suite à son propre étirement. C'est pour ça qu'on l'appelle myotatique inversé. Parce que le myotatique, en principe, c'est la contraction du muscle suite à son allongement. Par contre, ici, le myotatique inversé, c'est
le relâchement du muscle suite à son étirement. Donc, lors d'un étirement, si le réflexe myotatique inversé intervient, on aura donc un relâchement réflexe. Comment ça? Si lorsqu'un muscle est étiré de façon excessive, il y a activation d'autres récepteurs qui sont les récepteurs tendineux de Golgi. Donc, ce n'est pas le faisceau, c'est les récepteurs tendineux de Golgi qui seront activés et qui sont innervés par des fibres 1B qui excitent des interneurones inhibiteurs et ces derniers inhibent les motoneurones alpha des muscles allongés. Donc, on passe au schéma. Donc, vous voyez ici, c'est au niveau des tendons, si l'organe de Golgi, si la fibre afférente 1B, vous voyez que par l'intermédiaire de nos d'interneurones inhibiteurs, il inhibe le motoneurone alpha du muscle et entraîne le relâchement. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Pour le fuseau neuromusculaire, si à l'intérieur du muscle les fibres 1A vont vers directement, il n'y a pas d'interneurone vers le motoneurone alpha entraîne une contraction. Pour le myotatique inversé, si à partir des organes de Golgi par les fibres 1B, interneurone, et ce interneurone qui est inhibiteur inhibe le motoneurone alpha et entraîne un relâchement du muscle. Donc, pour le rôle, il permet la protection du muscle contre les tensions excessives. Donc, quand il y a une tension excessive, donc le réflexe myotatique inversé relâche le muscle. C'est clair pour le réflexe myotatique inversé. Est-ce que vous me suivez? C'est clair? Oui. On continue. D'accord. On passe à un autre type de contrôle spinal, c'est ce qu'on appelle l'inhibition récurrente. C'est quoi l'inhibition récurrente? Si, donc, par définition, si toute action réflexe exercée par un motoneurone alpha conduit au développement après un certain temps de latence d'une action inhibitrice sur le même motoneurone, ce qui réduit son activation. Donc, lors d'une activation du motoneurone, après un certain temps, c'est-à-dire on trouve une action inhibitrice sur le même motoneurone. Comment ça? Donc, lorsqu'un motoneurone est activé, il met une branche, plutôt il émet une branche collatérale récurrente existant, excitant plutôt un interneurone des cellules de Roncho qui exerce une inhibition puissante sur ce motoneurone alpha. Ainsi, le motoneurone alpha inhibe sa propre activité. C'est ce qu'on appelle feedback négatif. Donc, vous voyez ici, c'est le motoneurone alpha qui envoie et qui excite par fibre collatérale. Vous voyez ici interneurone, ce qu'on appelle la cellule de Roncho. Et cette cellule de Roncho, donc, inhibe le même motoneurone. Donc, vous voyez, donc, c'est ce qu'on appelle un feedback négatif. Et donc, c'est-à-dire, il a comme un rôle la limitation des excitations excessives des motoneurones alpha et la diffusion de l'excitation au motoneurone alpha voisin.
Donc, ça limite surtout les excitations excessives du motoneurone, du même motoneurone. Donc, normalement, pour l'inhibition récurrente, c'est simple. Il y a l'intervention d'une cellule de Ronchot que vous voyez ici. Donc, et le même motoneurone envoie une collatérale qui stimule cette cellule de Ronchot et la cellule de Ronchot inhibe le même motoneurone et ce qu'on appelle l'inhibition récurrente. Donc, il permet la limitation des excitations excessives du motoneurone alpha. C'est clair pour l'inhibition récurrente? Donc, il permet pas la diffusion, il limite pour vous, pour vous, Jomana. Donc, quand l'activation est excessive ici, on peut trouver une division vers les motoneurones voisins. Donc, par contre, quand il y a une inhibition, donc ça diminue l'excitation excessive et ça diminue également la diffusion. Donc, l'intérêt, ce n'est pas la diffusion, c'est pour la limitation de la diffusion en diminuant l'excitation du motoneurone alpha. D'accord? Donc, on passe à notre contrôle qui est l'inhibition présynaptique. Euh, la diminution de l'efficacité synaptique déterminant des fibres afférentes sur les motoneurones alpha. Donc, si l'intervention ici, c'est au niveau de la fibre afférente. Le mécanisme, c'est par des synapses axo-axonales inhibitrices de certaines fibres provenant d'autres neurones afférents ou des interneurones provoquent la diminution de la quantité de neurotransmetteurs libérés par les fibres afférentes sur les motoneurones alpha. Donc, que vous voyez ici, donc, si la fibre afférente, vous voyez le synapse avec le motoneurone alpha et donc, vous voyez ici, si l'inhibition présynaptique, si des synapses de type axono-axonique qui entraînent l'inhibition de la fibre afférente qui est là et par cette inhibition, il y aura diminution de la libération du neuromédiateur et pas donc diminution de l'excitation du motoneurone alpha. Donc, le rôle joue le même rôle que les circuits de Ronchot en agissant, mais en agissant au niveau présynaptique, c'est-à-dire ça diminue l'excitation excessive ou bien l'activation excessive du motoneurone alpha. Donc, c'est la même chose que la cellule de Ronchot, mais ici en agissant au niveau de la fibre afférente. Donc, vous voyez, Ronchot, c'est au niveau de la fibre efférente. Par contre, pour l'inhibition présynaptique, c'est il agit au niveau de terminaisons, ou bien plutôt des afférences, des terminaisons des afférences. D'accord? Donc, par des synapses axonales. Donc, de l'axone vers l'axone.
C'est clair pour l'inhibition présynaptique. Le principe est très net. Normalement, le principe est très net. On passe donc à un autre type de contrôle qui est boucle gamma. On a déjà parlé du boucle gamma. Est-ce que vous vous rappelez lors du cours de la somesthésie? Est-ce que vous vous rappelez de la boucle gamma? Oui, d'accord. Donc, pour la boucle gamma, on a dit que le fuseau neuromusculaire présente une innervation motrice au niveau polaire par des motoneurones gamma. Ces motoneurones gamma sont soumises en permanence également aux influences des centres supérieurs contrôle, on va les voir au contrôle supraspinal. Donc, est-ce que j'ai dit chez moi? Est-ce que vous vous rappelez, on a dit que le fuseau neuromusculaire, il a une innervation sensitive autour des fibres HN et à sac nucléaire et les extrémités, il y a les myofilaments contractiles qui sont innervés par des motoneurones gamma. Donc, on a vu ça lors de notre cours, les récepteurs sensoriels. Donc, l'activation des motoneurones gamma entraîne la contraction des fibres intrafésoriales et raccourcissement des faisceaux neuromusculaires. Donc, le raccourcissement du faisceau neuromusculaire. Donc, étirement de la région équatoriale qui provoque à son tour la décharge des fibres 1A et l'augmentation de l'activité des motoneurones, alpha. Donc, c'est l'action des fibres, vous voyez ici, des motoneurones gamma. Donc, vous voyez ici, contraction ici, au niveau des myofilaments contractiles. Par contraction, entraîne l'activation des fibres 1A et l'activation des faisceaux neuromusculaires. Donc, la co-contraction alpha-gamma ou bien la boucle gamma augmente la sensibilité des faisceaux neuromusculaires à l'étirement et donc remplit la pause des circuits myotatiques. Donc, vous voyez ici, donc, le rôle de motoneurone gamma, surtout quand on a déjà parlé de ça, quand le muscle ici, il est relâché, en principe, il n'y aura pas d'activation des fusions neuromusculaires parce qu'il est activé par l'étirement. Donc, quand le muscle n'est pas étiré ici, relâché, donc, en principe, le fusion neuromusculaire ne sera pas activé. Par contre, il sera activé par l'UBI ou bien par l'intervention du motoneurone gamma en entraînant la contraction et donc le fuseau neuromusculaire reste sensible, même le muscle est en contraction. Donc, il donne l'information toujours sur la longueur des muscles. C'est grâce à la boucle gamma. C'est clair donc pour le contrôle spinal. Est-ce que c'est clair pour le contrôle spinal? Parce qu'on va passer
au contrôle supraspinal des réflexes médulaires. D'accord? Donc, on passe au contrôle supraspinal des réflexes médulaires. Euh, donc, les faisceaux descendants naissent il y a une question. Est-ce que ces réflexes myotatiques et ipsilatérales et myotatiques inversés peu agissent en même temps? Plus ou moins, oui, pour le réflexe myotatique et myotatique inverse, bien sûr qu'il fonctionne. Si le contrôle entre myotatique et myotatique inverse, c'est le contrôle. Toujours, quand il y a étirement excessif, il y aura un relâchement par le myotatique inverse. C'est toujours, lorsqu'on bouge, on marche, on prend des choses, soulever des poids, ou bien donc il y aura toujours un contrôle. Mais pour le réflexe ipsilatéral de flexion, c'est autre chose. Si on ne touche pas à quelque chose qui est dangereux, qui est nociceptif, il n'y aura pas ce réflexe. Donc, c'est la stimulation nociceptive. nociceptive. Par contre, pour le réflexe myotatique inverse, généralement, sur les muscles, quand on bouge, on les active, on active que ces contrôles en même temps. D'accord pour Myriam? Donc, les autres myotatiques inverses, c'est quand on bouge, il y aura une activation contrôle automatique. Et pour l'ipsilatéral de flexion, c'est quand il y a une stimulation nociceptive. D'accord? Sinon, on ne trouve pas. S'il n'y a pas de stimulation nociceptive, il n'y a pas de, il y a pas de contraction, et il n'y a pas de réflexe. Il faut une stimulation nociceptive. Donc, on passe au contrôle supraspinal des réflexes médulaires. Les faisceaux descendants naissent des noyaux du tronc cérébral, exercent un contrôle permanent sur les réflexes médulaires. Donc, c'est les noyaux du tronc cérébral qui contrôlent qui assurent le contrôle supraspinal des réflexes médulaires. Ce contrôle se fait par l'ensemble de leurs projections, soit facilitatrices ou inhibitrices des motoneurones alpha ou les motoneurones gamma ou les deux à la fois. Donc, ces faisceaux descendants sont les faisceaux extrapyramidaux par opposition aux voies pyramidales, corticospinales, corticobulbaires, traversant les pyramides bulbaires qu'on a détaillées lors de notre cours, les voies motrices. Donc, ces faisceaux, on les appelle faisceaux extrapyramidaux. On commence par le premier faisceau, c'est le faisceau rébrospinal. Il prend son origine dans le noyau rouge et se projette sur les interneurones des cordons latérales de la moelle. La stimulation donc, du noyau rouge produit la stimulation des fléchisseurs et inhibition des extenseurs. Donc, lors de la stimulation du noyau rouge, donc on trouve une stimulation des fléchisseurs et inhibition des extenseurs. D'accord pour le faisceau rétro-spinal. Il y a également le faisceau réticulospinal pontique. Il prend son origine dans les noyaux de la protubérance annulaire. Il se projette sur le cordon médulaire ventromédian. Sa stimulation a un effet stimulant général, à la fois sur les extenseurs et sur les fléchisseurs, avec des effets prédominants sur
sur les extenseurs. Donc, pour le faisceau réticulospinal, il a un effet stimulant. Donc, il stimule les extenseurs et les fléchisseurs. Mais l'effet, il est prédominant sur les extenseurs. On passe au faisceau réticulospinal bulbaire, prend son origine au niveau de la formation réticulaire bulbaire et se projette sur les interneurones de la moelle dans la zone grise intermédiaire. Sa stimulation a un effet inhibiteur général, à la fois sur les extenseurs et sur les fléchisseurs. Et également, donc pour vous, quel de la stimulation du noyau rouge. Répétez pour vous, Joma, dans la question quelle. Répétez la question, s'il vous plaît, pour vous. Quel est le genre de la stimulation du noyau rouge? Les noyaux rouges, ils reçoivent beaucoup de stimulation. On a vu, par exemple, lors de notre cours du cervelet, il y a des efférences des cervelets qui vont vers le noyau rouge. Donc, il y a plusieurs stimulations qui viennent sur le noyau rouge. D'accord? Donc, vous voyez ici la voie, les fibres rétrospinales. Vous voyez ici les stimulations du cervelet et vous voyez ici donc du cortex euh, cortico-ribral fibre. Donc, les excitations du cortex et également les excitations des cervelets, qui vient au niveau du noyau rouge. On a vu ça sur notre corps, le cervelet. Vous pouvez voir le détail exactement, quelles sont les fibres qui vont vers le noyau rouge. Donc, on continue. On a dit également le faisceau réticulospinal bulbaire prend son origine dans la formation réticulaire bulbaire et se projette sur les interneurones de la moelle dans la zone grise intermédiaire. Sa stimulation, on a dit, entraîne un effet inhibiteur général à la fois sur les extenseurs et sur les fléchisseurs avec des effets prédominants sur les extenseurs. Donc, euh, il a un effet inhibiteur général. Il y a également le faisceau vestibulospinal latéral, euh, prend son origine dans les noyaux de Dieter, vestibulaire de Dieter. Il se projette sur les motoneurones et les interneurones ipsilatéraux. Sa stimulation provoque une puissante stimulation des extenseurs et une inhibition des fléchisseurs. Donc, il y a également le faisceau, ce qu'on appelle tectospinal, qui prend son origine dans les colliculés supérieurs et se projette sur la moelle cervicale et impliqué dans la commande des muscles du cou. Donc, comme vous voyez ici, donc on a vu pour le noyau rouge, vous voyez, rétrospinal, entraîne une excitation des muscles fléchisseurs. Vous voyez ici, c'est les muscles fléchisseurs. Et vous voyez ici, c'est vestibulospinal. Vous voyez l'excitation des muscles extenseurs. Vous voyez également les motoneurones ou bien les motoneurones gamma qui sous la stimulation ou bien l'inhibition des fibres réticulospinales.
Donc, en résumé, donc, la voie ou bien les fibres ribrospinales, ça active les fléchisseurs et inhibe les extenseurs. Pour les réticulospinales, les fibres réticulospinales pontiques, ça, il a un effet excitant sur les fléchisseurs et les extenseurs. Pour le réticulospinal bulbaire, il inhibe les deux, fléchisseurs et extenseurs. Et pour le vestibulospinal, si, il stimule les extenseurs et inhibe les muscles fléchisseurs. Donc, c'est le contrôle supraspinal et merci de votre attention.